Bonjour et Bonjour, bienvenue sur CNews. merci. Les Français sont en train de comprendre qu'il y a un prix à payer pour soutenir l'Ukraine attaquée par la Russie il y a plus de 6 mois. Flambée des prix de l'énergie, gaz et pétrole, risque de coupure cet hiver, perspective de rationnement pour les entreprises. C'est désormais une réalité bien tangible. Pour l'instant, leur solidarité avec le peuple ukrainien ne se dément pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle se fissure au fil des mois ? Bien sûr qu'il y a un risque, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a un prix à payer, forcément. Dans toute guerre, il y a un prix à payer. Honnêtement, pour l'heure, le prix est modique. Baisser d'un degré ou de deux, dans certains cas, la température cet hiver, il y a pire comme sacrifice. La France et l'Europe ont vu pire. Mais ce n'est pas que cela, c'est des gens qui ne se chauffent déjà pas l'hiver parce qu'ils n'en ont pas les moyens. On va bien au-delà de 1 degré en moins. Il y a le prix du pétrole, le prix du gaz. C'est pour ça qu'il faut des mesures réglementaires, il faut un bouclier énergétique mis en place par le gouvernement, il faut répartir le sacrifice entre les uns et les autres. Mais enfin, encore une fois, par rapport à ce qu'endurent les Ukrainiens, d'une part, et par rapport à ce que ça coûterait si, par malheur, Poutine gagnait cette guerre, encore une fois, le prix est limité. Quand vous dites c'est le prix de la guerre, nous ne sommes pas en guerre. Si, c'est une Nous guerre. sommes en guerre. Comme l'a dit d'ailleurs Medvedev, l'ancien président, ce matin, il parle de guerre hybride. Pour l'instant, il n'a pas tort. C'est vrai que c'est une guerre hybride. C'est une guerre avec d'autres moyens, mais Poutine n'a pas seulement déclaré la guerre à l'Ukraine. Il le dit d'ailleurs. Il a déclaré la guerre à l'Ukraine, il a déclaré la guerre à l'Europe, il a déclaré la guerre à l'Occident. C'est ça la guerre de Poutine, de ses alliés et de ceux qui laissent faire. Donc l'Occident ou bien se couche, ou bien réagit. Et s'il réagit, il faut réagir intelligemment, pas comme un ours blessé. Il faut réagir de manière smart, intelligente, avec tous les moyens à notre disposition, y compris les plus sophistiqués. Ça s'appelle en effet, par exemple, la guerre du gaz. Là, il y a une guerre du gaz qui a été déclenchée. Gazprom va complètement couper les robinets d'ici quelques jours. Mais qui va gagner cette guerre ? Qui va la perdre ? Aujourd'hui, ce sont les Russes. Mais non, aujourd'hui, ce sont Le les prix Russes. du gaz, c'est dans leur poche. Et ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu, Laurence Ferrari, parce qu'à court terme, les pays européens ont vu venir et ils ont fait leurs réserves. Aujourd'hui, les réserves en France sont à 92 ou 95% des capacités. Et parce qu'à moyen terme, l'appareil productif russe, le ressort est brisé. Et brisé, leur économie est à terre. C'est-à-dire qu'il faut voir les sanctions sur le long terme et pas là sur le court terme. Sur le court terme... Parce que là, le rouble est au plus haut, l'euro est au plus bas et Oui. leurs caisses sont remplies. Non mais attendez, le rouble est au plus haut, ça veut rien dire. C'est pas bon pour la Russie, c'est pas bon pour son commerce, et pour ses importations de matières premières et autres. Pour l'instant, l'économie russe est à terre. Le taux de croissance n'a jamais été aussi bas. Le taux de chômage n'a jamais été aussi haut. Les sanctions marchent à court terme. Mais à moyen terme, pour l'économie russe, hélas pour le peuple russe, ça va être dévastateur. Parce que toute la machine industrielle, toute la machine économique russe est aujourd'hui en miettes. Elle est à terre. Il y a une petite musique en Europe qui dit stop aux sanctions contre la Russie, notamment entonnée par Matteo Salvini, mais aussi en France. On voit que du côté du Rassemblement national, on dit qu'il faut arrêter les sanctions contre la Russie. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui souffrent des répercussions de ces sanctions ? Il faut continuer, il faut tenir bon ? Bien sûr qu'il faut tenir bon. Et ce que je leur dis, c'est que nous souffririons, encore une fois, bien davantage si Poutine gagnait ce bras de fer avec nous. Voilà. Quelles conséquences ça aurait ? Ça aurait la conséquence, le déshonneur, ce qui n'est pas rien pour nous tous, des partis qui sont les relais de Poutine en Europe, qui relèveraient la tête et qui prendraient le pouvoir. Ça aurait des conséquences économiques parce qu'un homme dont on sait désormais qu'il est capable de tous les chantages, chantage gazier, chantage nucléaire, eh bien, pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait demain ? S'il avait gagné, s'il avait marqué des points, qu'est-ce qui l'empêcherait pour longtemps de nous tenir par la barbichette, d'exercer chantage après chantage, sans parler du chantage nucléaire, naturellement. Et on va en parler. Vous dites l'appareil productif russe est à genoux. En l'occurrence, il y a des usines qui ferment en Europe, qui ferment en France, qui ferment partout, parce qu'elles ne peuvent plus payer la facture d'électricité. C'est la nôtre économie qui est en train de se mettre à La genoux. grande différence,
sur ce point précis entre la France et la Russie, c'est que la France est une démocratie avec une économie libérale et avec une capacité d'adaptation. Donc, on peut venir au secours d'une entreprise, un État responsable, comme est l'État en France, peut venir au secours d'une entreprise défaillante ou d'une entreprise qui souffre de la guerre en Ukraine. En Russie, cet appareil économique hérité de l'Union soviétique, ossifié, rigidifié, quand il plie, il casse. Voilà, c'est ça aussi la guerre asymétrique en notre faveur. J'évoquais cette petite musique qui commence à poindre en Europe. Il y a aussi Ségolène Royal, ancienne candidate à la présidentielle, qui a mis en doute les crimes de guerre en Ukraine, affirmant qu'il s'agissait d'une propagande de Volodymyr Zelensky. La maternité de Mariupol, on se rappelle de cette image de cette jeune femme enceinte sortie de la maternité sur un brancard. Elle met en cause ça, le viol d'enfants par des soldats russes. Il aurait utilisé cela pour stopper le processus de paix, dit-elle. Qu'est-ce que vous lui dites ? Vous lui demandez de s'excuser, de retirer ses propos ? J'ai déjà répondu à cela, Laurence Ferrari. Ça me plonge dans une vraie tristesse. Ségolène Royal est un personnage politique de grande qualité qui a fait sa candidature à l'élection présidentielle était extraordinairement honorable. Et aujourd'hui, elle s'égare, voilà. Elle s'égare parce que les images de Boutcha, elles existent. Nous sommes très nombreux, moi aussi, à les avoir filmées. La maternité de Mariupol, toutes les images sont là. Donc voilà, il n'y a pas d'autre réponse. Elle s'est un peu excusée. J'espère qu'elle le fera davantage et qu'elle se rendra compte très vite voilà, qu'elle s'est fourvoyée, ce qui arrive à tout le monde, et elle se grandirait à le dire clairement. Néanmoins, le rapport d'Amnesty International, aussi, que vous avez beaucoup critiqué, accusait Kiev de mettre en danger les civils en installant des soldats russes dans des endroits où il y avait des écoles, des hôpitaux. C'est une réalité aussi. La guerre n'est pas blanc ou noir. D'abord, la guerre n'est pas blanc ou noir, mais surtout quand vous savez, les résistants français, quand ils défendaient leur ville contre la barbarie nazie, évidemment qu'ils menaient leur guerre depuis les caves, depuis les bouches les canalisations, les égouts de Paris, et ainsi de suite. Quand on défend une ville, évidemment qu'on est dans la ville. C'est naturel. Voilà. Mais il ne faut pas confondre les agresseurs et les agressés. Les responsables de cette situation, c'est ceux qui bombardent la ville, c'est ceux qui sont prêts à exterminer ces civils et c'est ceux qui tirent sur les maternités. Il y a une et propagande. Le rapport d'Amnesty était incroyablement peu professionnel. Il montait en épingle des cas isolés, il ne prenait pas la perspective d'ensemble. Et surtout, il ne faisait pas la différence, encore une fois, entre les responsables de cette guerre sans précédent en Europe depuis très longtemps, et puis les volontaires, les civils qui tentent de se protéger. Il y a une contre-offensive en ce moment dans la région de Kherson, une ville qui est tombée aux mains des Russes. C'est un point important, ça peut être un point de bascule selon vous dans le conflit ? Bien sûr, c'est un point important, ça se passe en ce moment même. Et c'est important parce que Kherson est l'une des rares victoires incontestées de l'armée russe au tout début de la guerre. Parce que Kherson s'est rendu et puis les Russes ont tenté d'accréditer l'idée qu'à Kherson, ils étaient accueillis comme des libérateurs. Aujourd'hui, on commence à voir que la population de Kherson ne veut pas d'eux, qu'elle ne veut pas collaborer. Et si d'aventure ils perdaient de surcroît militairement, alors je crois que ça serait un tournant de la guerre. Puis Kherson, c'est le verrou, c'est une ville du front sud, proche de Mykolaïev, proche d'Odessa, zone cruciale stratégiquement et symboliquement pour les Russes. Donc là, une victoire ukrainienne à Kherson, que je crois possible, serait un événement important. Encore un mot de la centrale nucléaire de Zaporijjia, grande peur du nucléaire, d'un accident nucléaire. L'Ukraine a admis avoir frappé une base russe tout près de cette centrale où l'équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique se situe. Les torts sont partagés, il y a des bombardements des deux côtés qui nous mettent en danger. Erdogan propose de faire l'intermédiaire pour sécuriser la zone. De nouveau, les torts ne sont pas partagés. Non, partagés certainement pas. Les Russes ont occupé la centrale. Ils ont mis leurs véhicules blindés près des réacteurs. Ils ont mis des dépôts de munitions tout près des zones les plus sensibles. Donc il n'y a pas de tort partagé. Après,
Erdogan voulant faire les messieurs bons offices. Il a réussi sur les céréales, dit-il. Dit-il. Je ne crois pas que ce soit lui qui ait réussi sur les céréales, si vous voulez mon avis. À faire partir des bateaux de. Je ne crois pas que ce soit à Erdogan que nous devions cela. Voilà, ça, c'est un point d'histoire qui s'éclaircira, j'espère, dans les temps qui viennent, les semaines ou les mois qui viennent. Mais là, Erdogan se prétendant garant, etc., c'est une plaisanterie. La réalité, c'est qu'Erdogan est autant un maître chanteur que Poutine, avec d'autres moyens. Lui, c'est le chantage au terrorisme, c'est le chantage aux réfugiés, c'est les mêmes méthodes et les mêmes armes, plus une espèce d'alliance d'idéologie, de vision du monde avec Poutine. Donc cet homme-là ne peut pas être arbitre. Alors qu'il essaye de tirer avantage, qu'il essaye de tirer les marrons du feu, c'est possible, bien sûr. J'aimerais qu'on parle aussi de cette manifestation qui a eu lieu samedi à Paris en faveur de l'imam Iqiyoussen, qui est en fuite après avoir vu son arrêté d'expulsion validé par le Conseil d'État. Au nom de la liberté d'expression, disaient ceux qui manifestaient, qui disaient Charlie Hebdo est une arme de destruction massive. Au nom de la liberté d'expression, on peut parler de cela ? Bien sûr que non, parce que cette phrase sur Charlie Hebdo, ce qu'à Dieu ne plaise, ça pourrait être un appel au meurtre, franchement. Est-ce qu'on a le droit, au nom de la liberté d'expression, d'appeler au meurtre ? Cette manifestation en défense de cet imam, c'est un encouragement à l'antisémitisme, un encouragement à la discrimination sexiste, un encouragement au mépris des femmes. Est-ce que tout cela est autorisé par la loi ? Non. Donc la liberté d'expression, elle est totale jusqu'au point où on enfreint la loi. Donc, en l'occurrence, les excités que l'on a vus là hurler sur dans des micros pathétiques leur slogan de soutien, bah oui, ils sont hors la loi, ils ne sont pas dans le cadre de la liberté d'expression. Est-ce que cette expulsion ratée est un symbole d'une faille dans le système français ou pas ? De l'impuissance du système français ? Impuissance, non. Quel système français ? Le juridique, de l'expulsion des personnes condamnées ? Non. Cet imam a été, l'État s'est montré d'une grande sévérité, la justice a flotté, comme souvent en ce moment. Il y a eu pire encore dans le passé récent. Je me souviens de l'assassin de Madame Sarah Halimi, disculpé et jugé irresponsable de son acte. Donc la police a été parfaite. La justice a été incertaine, mais a fini par trancher. Et puis, ce délinquant s'est enfui, puis il sera rattrapé. Donc, il y a toujours des failles dans le système d'ensemble face à la grande délinquance. Et là, nous sommes en face d'un phénomène de grande délinquance. Délinquance, encore une fois, sur ces sujets majeurs que sont la laïcité, le respect de la République, le respect des femmes et le refus de l'antisémitisme. Un dernier mot concernant la sécurité. Il y a une demande rémanente des Français en faveur de la sécurité. Ils ne supportent plus de voir les récidivistes sortir de prison et récidiver. Vous comprenez cette demande de sécurité, d'ordre, de régalien dans notre pays, au moment où tout autour de notre pays est inquiétant, où la guerre gronde non loin ? Bien sûr que je la comprends. La sécurité, vous savez, depuis les premiers philosophes de la politique du XVIe et du XVIIe siècle, c'est le premier attribut de l'État. C'est ce que on demande en premier dans les termes du contrat social entre les gouvernants et les gouvernés. On demande que les gouvernants assurent la sécurité. Donc je comprends totalement cette demande. Après, cela doit se conjuguer avec cet autre impératif qui est l'impératif d'humanité. Dans d'autres cas, avec l'impératif, avec l'exigence d'hospitalité. Voilà, c'est une équation complexe à mettre en place, mais bien sûr que la demande de sécurité ne doit pas être prise à la légère et que non seulement je la comprends, mais je la partage. Est-ce que vous allez retourner sur le terrain en Ukraine ? Est-ce que oui. Vous comptez y retourner ? Je vais y retourner parce que j'ai tourné un premier film pour Arte au printemps dernier. J'avais commencé à tourner dès les premiers jours de la guerre. Et je veux le poursuivre. Je veux filmer la suite de l'histoire. Et je rêve de filmer la fin de ce cauchemar.
la fin de cette guerre, la fin de cette abomination, c'est-à-dire la victoire des Ukrainiens. Voilà, parce que c'est la seule manière pour ce cauchemar de s'arrêter et pour l'Europe désormais somnambule de se réveiller. Donc je voudrais filmer cela. Et je vais partir en effet bientôt avec la même équipe, avec mon camarade Marc Roussel, pour en effet filmer la suite de cette aventure abominable dans laquelle l'Europe est plongée. Merci beaucoup d'être Merci, venu Laurence témoigner Ferrari. ce matin sur CNews dans la matinale. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.